Bon, merci à tous qui sont venus en personne et à vous qui vous êtes sur le Zoom. Peut-être je me présente un peu. Donc, je suis Mirna Djarmonian, d'origine ex-yougoslave. Donc, aujourd'hui, ça c'est une journée très spéciale. C'était la journée de la Constitution ex-yougoslave le 29 novembre. Donc, ça nous rappelle mon ex-pays. Et puis, je suis allée faire mes études d'un doctorat aux États-Unis. Je suis passée par Israël pendant 2 ans comme postdoc. Je suis allée encore travailler aux États-Unis pendant plusieurs années. J'étais professeure à l'Université d'East Anglia pendant 2 ans en Angleterre. Et il y a quelques années que je suis venue en France. J'ai circulé un peu dans les départements différents. Et maintenant, je suis indépendante sous le nom de Logic Consult. Je fais le conseil scientifique. Voilà. Forcing, ça c'est un thème qui est très intéressant, pas seulement mathématiquement. En fait, ce qui est facile dans le forcing, c'est les mathématiques. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est la logique de forcing. Donc, les mathématiques aussi, c'est assez impressionnant. Mais ce qui est, je pense, très intéressant, c'est cette connexion entre la logique et les mathématiques qui a été mise en place pour pouvoir avoir cette méthode. Et voilà, je vais faire... François a déjà parlé de ce livre. Merci beaucoup, François, de faire la publicité. Le livre est mathématique, il parle des mathématiques de forcing. Comme tous les livres de mathématiques, on parle que de mathématiques. Et je pense que c'est peut-être il faut changer ça. Au moins pour un séminaire, quelques mammophiles, il faut parler d'autres aspects aussi. Par exemple, une chose que je tiens, c'est que les mathématiques, malgré ce qu'on pense, sont en fait influencées par le contexte social. Les mathématiques qui se développent dans un contexte. Ça doit être un contexte logique, un contexte philosophique, mais aussi un contexte social. Quand on étudie un thème, c'est utile de savoir où c'était développé, comment, pourquoi. Et on va voir ici en forcing comment ça entre en fait dans ça. Donc l'introduction, on va donc commencer en écrivant quelques mots sur ça. Ce n'est pas très visible. Donc, on va faire l'importance de contexte. J'étais censée vous dire si vous pouvez m'interroger. Je vous prie d'interroger à moi, poser des questions. C'est beaucoup plus intéressant pour tout le monde d'avoir des questions, donc n'hésitez pas. Et il n'y a pas de questions stupides. Donc, l'importance du contexte, on va mettre ici philosophique. Mathématique, mais également social. Tu disais logique, parce que tu disais logique. Exactement, logique, exactement. Et puis, la question qu'on va en fait peut-être approcher un peu philosophiquement, c'est qui va suivre de ça, est-ce qu'on a la mathématique, comme pensait par exemple Grothendieck, ou on a les mathématiques, comme pensaient les Bourbaki. Et on va voir qu'en théorie des ensembles, et on a un peu les deux. C'est-à-dire, à mon avis, il faut se fixer la mathématique et on fait dedans les mathématiques différentes. Donc, pour vous dire ce qui est le forcing,
Ben, tout le monde le sait, c'est un peu une méthode qui va nous permettre de changer l'univers de la théorie des ensembles. Wow, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça semble un peu magique. On est dans un univers, on va passer dans un autre univers, etc. Mais en fait, c'est un peu plus pied à terre. C'est-à-dire, pour faire le forcing, il faut se mettre dans un contexte. Le contexte qu'on va faire, c'est quelque chose qu'on va appeler V. Ça, c'est la hiérarchie cumulative de von Neumann. Il y a des gens qui notent ça WF. Je vais vous dire comment on a construit tout ça. Donc ça, c'est une classe proprement parlant. Ce n'est pas un ensemble. C'est une grande chose qui n'est pas un ensemble, trop grande pour être un ensemble. Et dans cette classe, donc ça, c'est la mathématique pour nous. C'est que ça qu'on peut dire. Donc, il y a des gens qui pensent que la théorie des ensembles peut tout décrire en mathématiques. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'on ne peut pas tout dire. On peut dire les choses qui sont dedans, et il y a beaucoup. Et puis, dans ce V, on va discuter des ensembles qui sont des modèles de la théorie des ensembles. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, on va avoir une axiomatisation, ZFC. Donc, ce sont des axiomes, on va les discuter un peu. Et ils sont écrits dans la logique de premier ordre. Il y a une infinité de ces actions. En fait, comment on peut avoir une infinité des actions? Ben, simplement, on a 9 actions, mais il y a 2 qui sont paramétrées par des formules de la logique de premier ordre. Donc, c'est-à-dire pour chaque formule, on a un axiome. C'est comme ça qu'on obtient une infinité. Je vais vous donner les détails un peu. Donc, c'est ça qu'il nous faut. Et après, on va discuter les modèles M de ces axiomes, qui sont des ensembles. Quand on dit un modèle, on pense à un ensemble. Donc V n'est pas un ensemble, M il est petit, il est un ensemble. Et on va se poser des questions. Est-ce qu'il y a des énoncés qui sont exprimables dans le langage de la théorie des ensembles qu'on ne peut pas démontrer à la force de ces actions? Oui, parce que Gödel nous a déjà démontré des théorèmes des incomplétudes, mais est-ce qu'on peut trouver des énoncés concrets qui font ça? Et la plus célèbre, c'est l'hypothèse de continu. Donc le forcing a été introduit pour discuter l'hypothèse de continu. Et comment ça s'est fait? Et en fait, on a un modèle M ici qui satisfait ZFC, mais il satisfait aussi l'hypothèse de continu. Et on a une méthode pour l'étendre, un modèle un peu plus grand. Je vais le mettre comme ça. MG. Et celui-là satisfait ZFC plus la négation de l'hypothèse de continu. Et maintenant, on est dans la théorie de premier ordre. Et la logique de premier ordre a une propriété qui est très intéressante, c'est qu'elle est complète. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'avoir une vérité dans un modèle peut se démontrer par une preuve. Donc, tout ce qui est vrai, en fait, est démontrable, et tout ce qui est démontrable est vrai. C'est-à-dire par le théorème de complétude. Donc, notons, ça marche que pour le premier ordre. Le premier ordre. On a une équivalence comme ça, ZFC,
démontre une énoncé phi, si et seulement si, pour tout modèle M de ZFC, M satisfait cet énoncé phi. Donc, si on peut construire deux modèles comme on vient de dessiner un nom, qui ne sont pas d'accord au sujet de l'hypothèse de continu, on peut en conclure que l'hypothèse de continu n'est pas un théorème de ZFC et aussi que la négation de l'hypothèse de continu n'est pas un théorème de ZFC. Tu peux nous rappeler ce que c'est que la logique du premier ordre? Ah, oui. Merci, ça c'est une bonne question. On va mettre ça. Donc, pour commencer, on va être dans un contexte où on va se fixer un langage. Donc, pour la logique de premier ordre, un langage, pour la logique en général, un langage consiste on a quoi? On a des symboles qui sont censés être des relations dans les interprétations. Donc, des symboles de relations. Des symboles de fonctions. Et des symboles de constantes. Des symboles de constantes. Bon, maintenant, pourquoi je dis des symboles? En fait, il faut tout le temps penser de deux aspects de ce qu'on fait. On fait la syntactique et on fait la sémantique. Donc ça, les langages et la logique, pour nous, ça c'est la syntaxe. Ça c'est comme si on est en train d'apprendre le chinois ou une autre langue. Je dis le chinois parce que je ne parle pas le chinois. Une nouvelle langue. Et on ne connaît même pas l'alphabet. Donc la première chose qu'on va se dire, je vais apprendre l'alphabet et après peut-être je vais me débrouiller. Et pour l'instant, j'ai aucune idée qu'est-ce que ça veut dire. Donc il n'y a pas une intention derrière ça, on n'a que les symboles. Donc les exemples de symboles, on pourrait par exemple avoir quelque chose comme ça. Ça c'est le langage de l'arithmétique. Donc ici on a constante. Donc ça c'est un symbole pour les constantes. En N, on va l'interpréter par le zéro, mais on peut avoir d'autres modèles de ce langage où ça n'a rien à voir avec le vrai zéro. Donc c'est simplement un symbole. Et donc on a le symbole pour l'addition, la multiplication et l'autre. Dans la théorie des ensembles, on est chanceux, notre langage est très simple. On n'a qu'un seul symbole et c'est l'appartenance. Je dois dire que derrière tout ça, il y a aussi le symbole de l'égalité qu'on traite un peu différemment. On ne met pas ça dans le langage parce qu'il est toujours présumé d'être dedans. Donc on a l'égalité. Et il y a en fait un théorème de logique qui est assez... il faut démontrer qu'on a le droit de le faire, de ne pas traiter l'égalité comme un symbole, mais de toujours avoir la vraie égalité. Donc on se donne le droit de se dire, je sais quand deux choses sont égales, et dans tous mes modèles, le symbole d'égalité représente exactement cette égalité que je crois. Mais les autres symboles, ils peuvent changer leur sémantique. Et donc, et maintenant, on a le droit de faire, avec ces symboles, on a le droit d'écrire les phrases. Donc, ce qu'on va commencer, par exemple, on va donner juste la définition qu'on va utiliser dans la théorie des ensembles. Donc, on va avoir des expressions atomiques qui sont x égale à y et x appartient à y. Donc, derrière tout ça, il y a un gros sac de variables. On se donne le droit d'utiliser les variables. On les appelle x, y, etc. On a besoin qu'un nombre
dénombrable de variables. Et après, on a aussi des symboles logiques. Et qu'est-ce que c'est ça? On a droit de faire les propositions en utilisant la conjonction, la disjonction, la négation, et deux quantificateurs, il existe et pour tout. Et en fait, il se trouve qu'on peut définir ça d'une façon un peu minimaliste. On peut, si on a en fait, il y a l'application aussi et l'équivalence, mais tout ça est définissable en utilisant ces trois-là. Donc ces trois sont les principaux. On va définir les choses juste en utilisant ça, mais en fait on peut utiliser les autres symboles parce qu'on peut les définir en utilisant la conjonction, la négation et l'existentiel. Donc ce que je suis en train de définir ici, c'est la disjonction ou la conjonction qui est dans le... Je vais prendre la conjonction pour le faire l'un ou l'autre. L'un ou l'autre. Oui. Donc ce que je définis maintenant, c'est la totalité des formules qui sont bien formées. Voilà, excuse-moi. Oui. Des formules qui sont bien formées. La totalité des formules crayon, qui sont... on ne voit plus rien, excuse-moi. Ah oui. Oui. Pardon. Non. Qui sont... C'est noir, il faut que je... Oui, pardon. Il faut le virer. Oui. Je vais écrire la totalité des formules bien formées. Merci. Donc en principe, en fait, on devrait mettre les parenthèses pour nous aider à un peu de pouvoir lire, mais quand on n'a pas vraiment besoin, on est un peu informé. Après, donc ce sont des formules bien formées. Et puis, quand j'ai deux formules qui sont bien formées, phi et psi, bien formées, alors je peux faire leur conjonction. Les noirs, je pense, sont tous morts. Oui. Je t'en ai mis un noir. Bon. Oui, mais celui-là, je viens... Ah bon, ce n'est pas super bon. Hein. Ok, donc ça, c'est bien formé. Et aussi la négation. Et puis, si phi de x est bien formé, qu'est-ce que ça veut dire, phi de x? Ça veut dire qu'il y a une variable qui est libre dans phi. Par exemple, ici, j'ai deux variables libres. Libre, ça veut dire qu'il n'y a pas de quantificateur devant. Donc, si j'ai une formule comme ça, je peux aussi former, il existe x, phi de x. C'est aussi bien formé. Ça, c'est un rappel. Il y a des détails qu'il faut vérifier. C'est-à-dire ici, en fait, on peut mettre d'autres variables qui sont là, un nombre fini. Et après, on peut les laisser ici aussi. Et puis, pourquoi cela me suffit? Mais parce qu'on a, en fait, des axiomes de la logique de proposition. Par exemple, la négation d'une conjonction, ça fait une disjonction. C'est comme ça qu'on n'est pas obligé de parler de disjonction. Et aussi la négation de existe. La négation, ça fait l'universel. Donc si ce n'est pas vrai qu'il existe un x tel que la négation de phi de x est vrai, ça veut dire que pour tout x, phi de x. Donc on est là
on note bien, on est dans la logique classique, c'est-à-dire on a la loi de double négation. On l'utilise partout. C'est possible de faire la théorie des ensembles à un niveau avec la logique intuitionniste, mais on ne fait pas ça tout est à la logique classique. Donc c'est la logique de premier ordre. On va... Oui? Pourquoi on ne va pas dans les logiques intuitionnistes? On n'a pas besoin ou c'est parce que ça pourrait déléguer il y a des choses qui ne vont pas marcher en fait dans la logique intuitionniste. Il y a des choses qui vont marcher très bien, mais en fait pour développer le forcing, c'est utilisé, la loi de double négation est utilisée. Et en fait, il y a un théorème de Giaconescu qui dit à peu près que si tu as l'action de choix, que tu as la loi de double négation. Et dans la théorie des ensembles, on utilise l'action de choix beaucoup. Voilà. Donc, ça c'est la logique de premier ordre. Comme on est en train de rappeler, on va faire quelques exemples. Juste parce que c'est très important d'être vraiment à l'aise avec ces concepts. Je vais faire quelques exemples. Et puis tu pourras nous dire rapidement ce qui distingue la logique du second ordre. Oui. Pardon. Oui, merci de me rappeler ça. Ça, c'est très important. Voilà. Donc, on va peut-être maintenant passer à la sémantique. Pour les exemples, il nous faut un exemple, on utilise ce langage. Donc, on va prendre l'exemple. Prenons notre ami n, le nombre naturel, avec ce langage-là, où on interprète le langage de la façon évidente. Donc, quels sont des exemples de quelques énoncés dans ce n? Donc, on peut dire, par exemple, il existe un x, tel que pour tout y, x est moins grand que y. En fait, on voit que cette formule ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Toutes les variables de cette formule sont bornées par les quantificateurs. Donc, il n'y a pas de variables libres. Donc, les variables sont bornées. Ce qui fait qu'à la fin, on a ce qu'on appelle un énoncé. Ce n'est pas simplement une formule, c'est un énoncé. Quelle est la différence? Que l'énoncé, on peut parler, est-ce que c'est vrai ou pas vrai? C'est-à-dire, si je vous donne une formule qui a des variables libres, par exemple, juste ça, on ne peut pas parler de sa valeur de vérité. Parce que la valeur de vérité de ça va dépendre sur y. Donc, les valeurs de vérité, on n'a que les deux, vrai ou faux, on les associe au énoncé, et cet énoncé-là, donc ça a la valeur de vérité, est vrai. Et ici, pas de valeur de vérité. Alors, vérité, ce n'est pas un énoncé. Okay? Car il y a des variables libres. Donc on a passé de syntaxe au sémantique. Donc le sémantique, c'est l'interprétation de nos symboles dans un contexte spécifique. Par exemple, on a appris les symboles de chinois, et on peut les appliquer en chinois, au japonais et d'autres langues qui utilisent ces symboles. Ici, on a choisi, on va appliquer où on va appliquer nos symboles et on a la sémantique. Et dans la sémantique, donc on a les valeurs de vérité pour les énoncés
Et la valeur de vérité, évidemment, dépend de notre contexte. Si on prend un autre contexte, du même langage, on pourrait apprendre Z. Un autre contexte. Mais, si on considère ce phi, il n'est pas vrai en phi, dans Z. Donc, phi veut dire qu'il y a l'élément qui est le plus petit. En n, il est vrai, en z, il n'est pas vrai. Donc, la valeur de vérité dépend vraiment du contexte. Ici, on dit que n satisfait phi, et ici, on va dire que z ne satisfait pas phi, et comme on est dans le classique, ça veut dire que z satisfait la négation de phi. Donc, pour être exact, ce qu'on voit ici, c'est que dans le contexte, on a une façon de calculer la valeur de vérité des énoncés. Et ça ne se fait pas à la pif, comme ça, on connaît n, on connaît z. Il y a en fait une définition de satisfaction de cette relation qu'on peut faire, une définition inductive de satisfaction. Ah, ça, c'est Tarski qui a développé ça. Inductive. Qu'est-ce que ça veut dire que M satisfait phi pour un modèle M. Donc, un modèle M. C'est quoi un modèle M? Un modèle, c'est un contexte. Donc, ça, c'est un ensemble qui n'est pas vide. Et où on a interprété notre langage. Par exemple, la langue chinoise, c'est un modèle de symbole de l'alphabet chinois. Et la langue japonaise aussi. Donc, ce sont des modèles différents. Et pour nous, donc, on a des symboles, on se fixe le langage des symboles et après on les interprète. Et on a la définition inductive de qu'est-ce que ça veut dire qu'un modèle satisfait un énoncé. Et cette définition est faite de la façon un peu évidente, c'est-à-dire M satisfait phi si et seulement si M ne satisfait pas la négation de phi. On est là dans la double négation. M satisfait la conjonction de phi et psi si elle satisfait les deux. Et M satisfait il existe un x tel que phi x s'il existe un x en M. Je vais écrire peut-être cette partie. Par exemple, M satisfait il existe x phi de x si, et seulement si, il existe un A, on va l'appeler un élément de M, tel que M satisfait phi quand je remplace x par A. Notez la différence en notation ici, ça veut dire que je n'ai plus les variables. J'ai mis la notation comme ça pour indiquer que ce A, ce n'est pas un variable, c'est un élément de notre M. Voilà. Donc, ça, on développe ça systématiquement et ça, c'est une définition qui est due à Tarski. Voilà, maintenant on va regarder la logique de deuxième ordre. Ce qui m'a demandé François. Qu'est-ce que c'est la logique de deuxième ordre? On a droit à faire plus de choses. C'est vraiment un problème que... Marqueur. Marqueur, oui. Je vais m'en procurer. Tu? Je vais m'en procurer. Oui, la photogène. Voilà. Oui, mais là, c'est Ah oui, je sais, mais là, il y en a un qui marche bien. Voilà, donc la logique de deuxième ordre. On a les mêmes ingrédients. On a
le langage, c'est parti les ingrédients, le langage et les variables. Mais on a un changement radical sur la quantification. Donc tout va de la même façon jusqu'à le moment quand on arrive à la quantification. La quantification, on a droit maintenant de quantifier comme avant sur les variables. Mais on a également droit de quantifier sur quelque chose de nouveau. Je vais écrire comme un grand X. Et comme avant, il y a d'autres choses. C'est quoi ce grand X? Ce X, c'est un ensemble de variables. Qu'est-ce qu'on peut dire dans la logique de deuxième ordre en N, par exemple, pour voir des choses qu'on ne peut. On peut dire les choses comme ça. Il existe un X tel que je vais, par exemple, décrire l'ensemble des nombres pairs. Donc, je vais écrire qu'il existe un X tel que 0 appartient à X. Et pour... je vais prendre 1 plus 1 appartient à X. Et pour tout X, si X appartient à... je vais mettre... si X appartient à X, alors X plus X appartient à X. Je pense que ça va me donner, je viens de le faire dans ma tête, mais je pense que c'est correct, ça va nous donner exactement l'ensemble des nombres pairs. On ne peut pas décrire l'ensemble des nombres pairs dans la logique de premier ordre. C'est un théorème. C'est-à-dire, en logique, c'est parfois très difficile de démontrer qu'on ne peut pas faire quelque chose. Juste parce qu'on ne peut pas, parce qu'on a essayé, ça ne veut pas dire que c'est toujours le cas. Mais en fait, c'est un théorème de Gurevich, je pense, peut-être c'était connu avant lui, qu'on ne peut pas décrire le nombre pair dans la logique de premier ordre. Donc c'est un énoncé qui est vraiment purement en logique de deuxième ordre. C'est de qui le théorème là? Gurevich, Yuri Gurevich. Gurevich, je vais dire quelques mots sur lui aussi. C'est à peu près quand? Et ça c'est, je pense, aussi tard que des années 80, l'ensemble de nombres pairs ne peut pas se décrire par un énoncé, une formule. La logique de premier ordre. Je vais vous dire en fait un peu sur ça parce que c'est assez intéressant, même si ce n'est pas la théorie des ensembles. En fait, nous, dans la théorie des ensembles, dans la théorie des modèles classiques, on s'intéresse à la théorie, à la logique de premier ordre comme quelque chose de minimal. Ça, c'est notre logique qui est le plus pauvre, le plus restreinte qu'on utilise. Et après, on discute des choses qui se passent entre ça et la deuxième ordre. Lui, il était intéressé d'écrire ce qui se passe avec les nombres, la logique des ensembles finis. Donc, ce que j'ai écrit ici, ce n'est pas vraiment ce qu'il a démontré. Ce qu'il a démontré, c'est plus profond. C'est que on ne peut pas dire si un ensemble fini est à la cardinalité paire ou impair,
en utilisant un énoncé de la logique de premier ordre. Et tout son article était pour démontrer que si on veut travailler avec les ensembles finis, ce qu'on a développé pour les ensembles infinis n'est pas vraiment adapté. Donc, ça c'est très important pour l'informatique parce que là on fait la théorie des modèles finis et la logique de premier ordre n'est pas du tout adaptée. Donc j'ai caricaturé son travail. En fait, ce qu'il a fait, c'est de démontrer que si vous voulez décrire la totalité des ensembles finis qui ont la cardinalité paire, vous ne pouvez pas les caractériser par la logique de premier ordre. Il faut quelque chose de différent. Et après, elle parle dans son article d'autres logiques qui font ça. C'est quelle époque ça, excuse-moi? Les années 80. Les années 80. Donc, pour l'informatique, en fait, on travaille avec des logiques qui sont moins expressives que la totalité de la logique de premier ordre. Mais pour nous, en mathématiques des ensembles infinis, la logique de premier ordre, c'est le minimum. D'accord. Donc, maintenant, pour qu'on fait la théorie des ensembles dans la théorie de la logique de premier ordre. Parce que, en fait, il y a deux aspects très différents entre ces deux logiques, le premier ordre et le deuxième ordre. Gödel, il a démontré que la logique de premier ordre est complète. C'est ça qu'on vient de voir ici. C'est un grand théorème qui nous permet d'aller entre la sémantique et la syntaxe comme on le veut. Et c'est très rare d'avoir les logiques comme ça. Les logiciens du 19e siècle qui ont commencé de parler de la logique de cette façon, notamment Frege, Peano, ils ne distinguaient pas vraiment entre le premier ordre et le deuxième ordre. Cette distinction n'était pas encore claire. En fait, tout ça c'est assez récent. Les quantificateurs, c'est Frege qui a formalisé les quantificateurs. Il les écrivait, en fait, sa notation était différente. Mais la notation qui était adaptée après provient de allemand pour l'existe et pour alles. Donc, le quantificateur universel, c'est alles inversé. Et ça, c'est E inversé. Mais il ne différenciait pas vraiment le domaine où il travaille. C'est vraiment avec Gödel que tout ça s'est clarifié, Gödel et d'autres aussi. Et je vais vous montrer comment ça entre dans la théorie des ensembles. On va avoir une liste d'actions de la théorie des ensembles. On va y arriver doucement pour les motiver. En place de vous donner la liste sans la motiver, je vais vous dire comment les gens sont arrivés là. Donc, je vais faire ça tout à l'heure. Mais imaginons pour l'instant que nous avons cette liste ZFC. Il y avait d'autres candidats, mais ça, c'est, disons, celui qui a survécu le plus, c'est cette liste d'actions. Et c'est ça qu'on va utiliser. Z, c'est pour Zermelo, F, c'est pour Frankel, et C, c'est pour le choix. Et bien, si on veut le choix ou pas, c'est très important dans certaines parties de mathématiques, mais pas vraiment si important pour nous ici. Donc, on va prendre ça avec C. Et puis, donc, c'est une liste d'énoncés. Qu'est-ce que ça veut dire, les actions? Ce sont des choses qu'on prend comme vérité. On dit c'est vrai. Dans tout contexte, c'est vrai. On va prendre juste un exemple. Donc, ce sont des énoncés où les variables sont compris comme les ensembles.
Et on va avoir, par exemple, l'action de paire, juste pour prendre quelque chose de simple, pour tout x, pour tout y, il existe en z, tel que x et y appartient à z, et si w appartient à z, alors w égale à x, ou w égale à y. Tout ça pour dire qu'il existe un ensemble Z qui est la paire ordonnée X, Y. Pas ordonnée de X, Y. On va avoir d'autres actions. Donc on fait une liste. Et dans cette liste, comme je vous disais, il y a deux qui sont paramétrés par la formule. Donc par exemple, compréhension. Ça dépend de la formule phi. Donc phi, c'est une formule bien formée de la théorie des ensembles. Donc, elle va dire, pour tout A, il existe un B, tel que, pour tout X, X appartient à B, si et seulement si X appartient à A, et la formule phi de X est vraie. Donc, c'est-à-dire, vous avez un ensemble A, et vous avez ces formules, et vous vous demandez pour les éléments de l'ensemble A, qui sont notés par X, est-ce que phi est vrai de X ou pas? Et vous avez le droit de les collectionner dans un ensemble B. Donc, B, c'est exactement l'ensemble des X en A. C'est très important, on va voir pourquoi on doit mettre ça. Et on va parler de ça tout à l'heure. Qui satisfait ça? Donc vous voyez que vous avez une infinité d'actions, parce que ça c'est pour chaque forme. Et il y a un autre, ça s'appelle la schéma de compréhension. Il y a un autre schéma de remplacement. Donc ça c'est ZFC. Ici, phi premier ordre. Et maintenant, on va vous dire c'est quoi ZFC2. ZFC2 est exactement la même chose. Dans l'autre de compréhension, c'est lequel déjà? Rappelle-le, tu l'as dit, c'est l'autre action qui est du même... Remplacement. Remplacement, oui, d'accord. La même chose Oui, pardon. ici, mais pour phi deuxième ordre. Donc ça c'est un schéma aussi intéressant. Et il se trouve qu'il n'y a pas de forcing pour ça. Si vous voulez faire le forcing, ça ne va pas marcher ici. Vous dites que ce n'est pas de forcing pour ZFC2? Pour la deuxième ordre, oui. Deuxième Pourquoi? ordre. Parce qu'il y a un théorème de 1930 qui nous dit que les modèles de ZFC2 sont très particuliers. Ça, on appelle ça la catégoricité de Zermelo. Pour vous introduire cela, je vais vous dire tout à l'heure qu'est-ce que c'est un cardinal. On va l'introduire plus formellement. Mais pour l'instant, on va se donner la notion informelle d'un cardinal. Donc ça c'est une notion de taille. Et sur l'axiomatisation de ZFC, c'est le choix qu'on utilise. Chaque ensemble a une taille.
cardinalité. Il est cardinalité. Pour qu'il y ait la notion de cardinalité, il faut être dans une logique du deuxième ordre. Non. Non? Ah bon? Non. On va la définir tout à l'heure. Non. Ah bon? Oui. En fait, Cantor, la façon qu'il a fait, oui, mais on le fait autrement. Donc, mais pour l'instant, on va juste prendre que chaque ensemble a une cardinalité. Et aussi, chaque ensemble a l'ensemble des parties. Ça, c'est un action. On a de notre P de A. Et bien, après, le cardinal aussi, il est un ensemble. Donc, ces cardinalités sont en particulier les ensembles. Et donc, on dénote par 2 puissance kappa. C'est la cardinalité de P de kappa. Et maintenant, je peux vous définir la première, même si on ne sait pas c'est quoi un grand cardinal, je peux vous dire, un cardinal, je peux vous dire qu'est-ce que ça fait pour un cardinal d'être un grand cardinal. Excusez-moi. Oui. Juste une petite question pour voir si j'ai un peu compris. Donc, le premier modèle, c'est, on va dire, c'est quand c'est fini, c'est ça? Quand on peut dénombrer l'ensemble des parties qu'il y a dans un ensemble et qu'on peut associer, on va dire, une compréhension, une formule de compréhension, c'est ça? Pour le premier ordre. Ça, vous parlez Oui, de la première formule de compréhension. La formule de compréhension, c'est à dire que quand on a un ensemble, dans cet ensemble, on peut définir l'ensemble de toutes les choses qui satisfait une formule. Par exemple, si on a l'ensemble N, c'est naturel, l'ensemble de tous les paires, c'est aussi... dire que tous les éléments satisfont ou pas cette propriété. C'est toujours ayant une propriété donnée, voilà. Avec cette propriété, elle peut découper dans cet ensemble un sous-ensemble. D'accord. Et la propriété étant donnée... Identifier les éléments qui vérifient. Voilà. Ben ça permet de découper avec une propriété dans quelque chose. C'est ce qui répond au paradoxe du menteur. C'est qu'en général, si on a une propriété, par ailleurs, elle découpe dans cet ensemble-là une partie. En fait, vous allez voir, les axiomes sont... la plupart des axiomes, c'est la permission à former des ensembles. C'est quoi un ensemble? Ça, c'est la question principale de l'axiomatisation, c'est ça. Qu'est-ce que c'est un ensemble? Qu'est-ce qu'on a le droit d'appeler un ensemble? Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas des ensembles. Et ça, c'est d'abord avec le paradoxe de Russell dont on va parler maintenant, juste quand j'ai fini ça. Ok, donc on a une notion de cardinalité qui sont des ensembles spéciaux. Ils s'appellent les cardinaux et on peut faire un peu d'arithmétique de ces cardinaux. Et on dit qu'un cardinal kappa est fortement inaccessible. Ce n'est pas vraiment très important de connaître le nom. Si il n'est pas dénombrable, on va dire aussi c'est quoi dénombrable. Et il a la propriété que pour chaque ensemble A, si la cardinalité de A est moins grande que kappa, alors la cardinalité de son ensemble de parties est aussi moins grande que kappa. C'est intéressant parce que Cantor il a démontré que pour chaque ensemble, la cardinalité de partie l'ensemble de parties a une cardinalité strictement plus grande que l'ensemble lui-même. Donc, et qu'est-ce qu'il a démontré, Zermelo? On va revenir peut-être sur ça quand on comprend un peu mieux la hiérarchie cumulative. Donc on a cette hiérarchie cumulative qu'on va décider, découper.
Et en fait, elle est organisée sur le niveau. Et chaque niveau correspond à un paramètre qu'on va appeler alpha. Et en particulier pour les cardinaux, il va y avoir un niveau V kappa. Donc, ça, ce sont, en fait, on a des opérations, on génère quelque chose, et si on a le droit de faire moins que kappa fois, on a V kappa. Ça, c'est un ensemble. Et ce qu'il a démontré, Zermelo, c'est la chose suivante. Si M est un modèle de ZFC2, alors M ne peut pas être grande chose, il doit être égal à V kappa pour kappa fortement inaccessible. Et c'est tout. Et vice-versa en fait aussi. Donc le seul modèle de ZFC2 sont donnés par cette construction sont construits par une formule de ZFC2. Donc on appelle ça la catégoricité de Zermelo, parce que ça on dit qu'on ne peut pas jouer avec ça, avec le forcing. Le forcing, ça vous donne la possibilité d'aller d'un modèle à un autre modèle. Et aussi pour le forcing, c'est très important que ces modèles M qu'on va utiliser sont dénombrables. Ça, ce n'est pas dénombrable, c'est énorme en fait, parce qu'on a la cardinalité qui est énorme. C'est pour ça qu'on appelle ça les grands cardinaux. Donc on va prendre là le 0, le premier cardinal infini. Il va être moins grand que c'est inaccessible, parce que lui n'est pas dénombrable. Donc on va avoir Aleph 1. Mais après, on va avoir 2 de Aleph 1 aussi, parce que c'est la définition, 2 de Aleph 2, etc. Donc, c'est un grand cardinal, ça ne peut pas être dénombrable. Donc, en particulier, ça n'a pas de modèle dénombrable. Est-ce qu'on peut parler d'ensemble continu, enfin, de forme de continuité? Oui, ici, on peut le penser comme une continuité, la limite de la réunion de tous les ensembles de parties avant. Mais on ne peut pas le définir par une formule. On ne peut pas les, comment dirais-je, les séparer, on ne peut pas les découper en parties, c'est ça? Peut-être quelque chose comme ça. Je ne suis pas sûre de bien comprendre votre question, mais c'est inaccessible par des opérations de la théorie des ensembles. C'est-à-dire, si vous prenez un ensemble qui a la taille moins que ça, vous faites ce que vous voulez avec, ça va toujours avoir la taille moins grande que ça. C'est ça que le mot inaccessibilité. Si je comprends bien, c'est quand on est dans V alpha, par forcing, on ne peut pas atteindre VK, puisque voilà. Mais ça va vachement bien. Mais dans VK, il ne peut pas y avoir un forcing particulier? Mais en fait, le forcing marche seulement sur les ensembles qui sont dénombrables. Ah. Donc, oui, d'accord, je comprends. Il Et y a un arrimage du forcing au dénombrable. Oui, d'accord. Donc, en fait, ça autorise un théorème de la logique de premier ordre, qui est le théorème de Levenheim-Skolem, qui dit que si on a une théorie de premier ordre, on peut lui trouver un sous-modèle dénombrable. Et c'est comme ça. Donc ça, c'est la catégoricité de Zermelo. Bien, et alors pourquoi on ne fait pas simplement la théorie des ensembles d'un deuxième ordre? Tout est connu, les ensembles sont connus, c'est catégorique. Pourquoi on ne fait pas dedans? Pourquoi on se fatigue avec la théorie de premier ordre? Qu'est-ce que vous pensez? Pourquoi? Oui, pourquoi on est... En fait, il y a des gens... Attends, tu me laisses 2 secondes, justement. J'arrête et je redémarre. Comme ça, c'est une bonne... On attend la réponse de la salle. Attendez, excuse-moi. Je ne sais pas comment on appelle ça. Je crois que c'est moi. Et c'est reparti. Vas-y. Voilà, maintenant tu veux poser c'est peut-être pour des questions logiques. Ah oui, bien sûr, mais lesquelles? Non, mais on peut opérer que pour le forcing, que pour la logique classique, on ne peut pas se permettre d'aller dans les régions logiques intuitionnistes. Oui, mais pour être un avocat comme toi, je veux dire,
Mais voilà, moi je ne C'est veux très pas doué, avoir hein. le forcing. Je ne veux pas avoir le forcing, je suis très bien comme ça. Je veux que avoir des modèles, ça m'arrange de ne pas avoir le forcing. Oui, ça c'est un bon commencement. D'autres raisons, vous pouvez penser. Mais en fait, il y a une dualité. Ce qu'on sait démontrer en mathématiques, en général, c'est dans la théorie des premiers ordres. Les théorèmes comme la compacité, l'Ovenheim-Skolem, tous ces théorèmes de la logique, la complétude la plus importante, ça marche pour la logique de premier ordre. Donc la logique de deuxième ordre est très expressive. Ça nous dit qu'elle peut exprimer beaucoup de choses. Mais on ne peut rien démontrer avec. On n'a pas des outils. Ce n'est pas quelque chose. C'est très ontologique, si vous voulez, mais pas très épistémologique. On ne peut pas travailler avec. Et c'est pour ça. Et il y a des philosophes qui étudient cette question. Par exemple, il y a Shapiro qui propose de faire la théorie des ensembles dans la logique de deuxième ordre. Mais voilà, elle est en fait pour un mathématicien qui veut comprendre les mathématiques, et pas juste savoir que les choses sont vraies, qui veut savoir pourquoi elles sont vraies, qui veut faire les preuves. Ce n'est pas bien. Parce que nous avons une notion de preuve, vous voyez, qui est très reliée aussi avec la logique de premier ordre. Qu'est-ce que c'est une preuve en mathématiques? Il faut le définir en logique. Mais la façon que c'est défini, ça aussi c'est en connexion avec le premier ordre. Donc en fait, les mathématiques qu'on fait sont beaucoup plus liées avec la logique de premier ordre. Parce que là, tu privilégies dans la preuve la référence au modèle, c'est une sorte de preuve sémantique, c'est ça? Exactement. Oui, donc, parce que on sinon, a l'ontologie, voilà, oui, c'est ça. Donc il y a cette belle connexion entre la syntaxe et la sémantique qui est très, pour laquelle c'est très important d'avoir le théorème de complétude. Et ça, on a pour la théorie de premier ordre et pas pour la logique de premier ordre et pas pour le deuxième. Oui. Est-ce qu'on peut reprendre à ce stade, parce que c'est comme ça va jouer, j'ai l'impression dans le forcing, énormément d'importance, la distinction de syntaxe sémantique, Oui. de fixer les termes. Oui, donc ça c'est exactement comme quand tu apprends une langue. Donc la syntaxe, c'est la grammaire. En fait, tu n'es pas du tout obligé de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Il y a des gens qui prennent l'allemand à l'école pour exercer la logique. Ils ne vont jamais pouvoir se commander un coca au restaurant. Voilà. Ça, c'est le syntaxe. On peut apprendre les règles. Mais les autres qui veulent plutôt pouvoir juste communiquer, peut-être ne pas toujours avoir de règles, vont se concentrer sur la sémantique. Donc la sémantique, c'est le contexte d'un modèle et ce qui est vrai dans un modèle. Comment interpréter la grammaire dans un modèle. Non, mais comme ça joue pas mal d'importance. Ah oui, c'est très important. En gros, la syntaxe, Oui, non, mais c'est pas c'est théorique. très important. Par exemple, si vous faites la programmation, donc on vous donne un nouveau langage de programmation à apprendre, vous avez la syntaxe. Ils vous disent qu'est-ce que ça est. L'ordinateur, il est très exact sur ça, il ne veut pas que vous oubliez quelque chose, en commun, ça joue un rôle. Mais pour faire la sémantique, ça c'est d'écrire un programme qui va faire quelque chose. Finalement, ça devient quand même la sémantique à rapport avec le langage, et le langage est dénombrable. Enfin, il y a quand même quelque chose comme ça aussi derrière. Notre langage, il n'est pas dénombrable. Il est dénombrable, il est fini, voilà, oui, il est fini, voilà. Exact. Donc, on parle de là. Voilà, oui. It's okay if I speak in English? Yes, of course. But there's also like a special relationship here because the real numbers can just be expressed in all the properties in second order predicate logic, and we can just do forcing with first order logic. Like it's like using the faiblesse, the weakness of the first order logic to express the real numbers, what is used in forcing. Exactly, you are right, because one of the things that, the continuum hypothesis is
in this kind of models, there is no doubt about the continuum hypothesis. It's one model. It knows what the continuum hypothesis is. Is it true or not? We don't know, but it knows. We cannot do forcing and play to change the value of the continuum in such a model, because it's just one model. While in first order, we can do it. And this is also the reason why, for example, Badiou says that the riddle of being, like with capital B, like être, is in that question, because it's the relationship between speaking about predicates, which can be done in second order logic, and of individuals, which can be said in first order logic. That's maybe a very philosophical perspective on that. But in fact, forcing is somehow about the relationship between first order and second order logic. Yes, it is important. It's done in first order logic, but the truth, is somehow in second order logic. So yes. So of course we enter now in philosophy. What's the truth and so forth. So far we have just been speaking about mathematics and logic, and now you will start with philosophy. Yes. So let's see now. Let's go back. Now we have entered the let's go back. On va aller en français aussi, voilà. Pardon, c'était un automatisme. On va donc revenir au 19e siècle, quand tout ça a commencé. Vous vous doutez bien que quand c'est commencé, ce n'était pas ça. Ce n'était pas comme ça que les gens ont commencé. On va maintenant parler un peu des mathématiques de tout ça, et clarifier un peu les notions de cardinalité, de tout. Donc prenez ça comme une motivation de qu'est-ce qu'on va maintenant un peu formaliser. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler un peu de Cantor, et qu'est-ce qu'il a fait pour la théorie des ensembles, comment il est arrivé à penser de ça, etc. Il va y avoir des questions, en fait, philosophiques qu'il s'est posées, qui sont très intéressantes. Mais en fait, lui, il n'a pas voulu faire la philosophie, il n'a pas voulu faire la logique. La logique mathématique n'existait même pas. Lui, il voulait faire les mathématiques. Donc, on revient au 19e siècle, l'année 1869. Cantor, il est étudiant en thèse. Donc, Cantor, il étudie avec Heine. Et qu'est-ce qu'on fait en mathématiques à l'époque? François nous a donné des cours sur Galois, etc. Donc, en fait, on fait l'analyse, l'algèbre commence d'être connue, mais un peu vraiment. La notion de groupe n'est même pas connue à l'époque. On fait l'analyse. Et l'analyse, en fait, est aussi très en connexion de comprendre les nombres, aussi en connexion de comprendre les applications. Donc, une des applications très importantes de mathématiques provient de Fourier. Qu'est-ce qu'il a fait? Beaucoup de choses, mais une des choses qu'il a fait, c'est qu'il a montré que quand vous avez une fonction continue, périodique, qui se répète comme ça, vous pouvez en fait l'approximer par une série trigonométrique. Donc, série de Fourier. Et pourquoi c'est tellement important? Pourquoi cela a fait gagner des guerres même? C'est en fait parce qu'on peut calculer. On a une fonction qui est sauvage comme ça, on ne peut pas facilement calculer ses valeurs, mais on peut l'approximer aussi bien qu'on veut en prenant un nombre fini d'éléments de la série. Donc ça, c'est une série infinie qui est égale à la fonction de là, qui l'approxime. Mais on va approximer la série avec une série qui va jusqu'à un n assez grand. Ça, on peut calculer. Et donc, notre fonction va être approximée par un polynôme, parce que c'est un polynôme trigonométrique. C'est pas Fourier qui a fait ça?
J'ai dit ça, c'est Fourier. C'est qui? C'est ça. C'est ce qu'il est en train de dire. J'ai dit. Ah, non, j'ai pas entendu. Oui, alors, oui, c'est Fourier, exactement. Ce sont les séries de Fourier. Donc, c'était une grande avancée de mathématiques et des applications de mathématiques. Et beaucoup de questions sont se posées. Et donc, la question que Heine a posée à Cantor, comme la question de la thèse, c'est dans quel sens c'est unique. Je vous donne une fonction. Et maintenant, vous me donnez une série trigonométrique. Est-ce que c'est la seule façon de le faire? Est-ce qu'il y a d'autres séries trigonométriques? Et ça s'appelle la question de unicité. L'unicité de la représentation. Des fonctions périodiques par les séries. Et donc la première chose que Cantor a fait était très analytique. Il s'est dit, d'accord, si la fonction elle est continue, ça marche, c'est unique. Et c'est un théorème qu'il a démontré. Et après, il s'est dit, mais est-ce que je peux améliorer ça? Maintenant, si j'ai une fonction qui n'est pas continue partout, mais elle a un nombre fini de discontinuités, par exemple, comme ça, est-ce que ma preuve marche toujours? Oui, ça marche toujours. Est-ce que je peux améliorer ça encore? Et tout de suite, il est lancé donc à se poser des questions des ensembles. L'ensemble de X tel que F est continu en X. C'est la première fois qu'il a pensé des ensembles. Et il s'est aussi, il a compris qu'en ça, il va y avoir une grande différence entre les ensembles finis et les ensembles infinis. Notamment, il ne savait pas comment démontrer son théorème pour les ensembles infinis. Et en fait, évidemment, le théorème n'est pas vrai pour tous les ensembles infinis. C'est-à-dire, si la fonction n'est nulle part continue, ça ne va pas marcher. Mais c'est tout à fait possible il s'est dit, c'est tout à fait possible qu'on pourrait peut-être enlever un petit ensemble infini et ça marche toujours. Et qu'est-ce que ça veut dire un petit ensemble infini? En fait, ça veut dire un ensemble dénombrable. Et c'est que quelqu'un d'autre qui s'appelait Young, qui en 1909 a complété le travail de Cantor, et il a dit que ça marche aussi, oui, si, on va appeler ça pour les discontinuités, df, si df est dénombrable. Donc, Cantor n'a pas fini ce travail, dans le sens qu'il a fait pour les ensembles finis, etc. Et il est tombé sous cette idée de l'ensemble infini dénombrable, et il est tombé en fait, ça l'a tellement intéressé qu'il a commencé son travail dans d'autres directions. Eh bien, il voulait comprendre la différence entre les ensembles finis et les infinis. Et il y avait quelqu'un qui l'a déjà fait avant lui, qui était Bolzano. Bolzano, c'était aussi un mathématicien qui faisait l'analyse. Et on le connaît pour le principe de Bolzano-Weierstrass. Mais en fait, il a fait quelque chose pour les ensembles infinis. Une chose très importante. Il était un prêtre catholique, et moi en fait. Et à la fin de sa vie, il avait des problèmes avec l'Église. Je ne sais pas, est-ce que c'était parce qu'il a étudié l'infinité, peut-être quelqu'un d'autre que vous connaissez. Mais en fait, ce travail, il était chassé de l'Église. Et ce travail sur l'infini est publié après sa mort, en 1851. Et ce qu'il a fait, il a caractérisé les ensembles infinis par l'idée de bijection.
Donc l'idée de bijection, qui est vraiment très importante dans tout ça, appartient à Bolzano. Et c'est quoi une bijection? On peut le mieux le comprendre en essayant d'associer un nombre d'éléments à chaque ensemble infini. Donc, pour les ensembles finis, comment on associe un nombre d'éléments? Par exemple, ici j'ai 5 doigts. Je vais les dessiner. 5 doigts. Après, ici, j'ai 5 lignes. Et voilà, je vois que ça, c'est le même nombre 5. Et en fait, si vous demandez à un enfant de 3 ans de vous parler de nombre 5, ou peut-être 5 c'est trop grand pour lui, ce n'est pas grave. Un enfant qui ne sait pas encore l'idée des nombres, il ne sait pas compter encore, mais il va savoir faire la chose suivante avec ses doigts. Il va pouvoir faire une bijection entre les doigts et les lignes. Et pour lui, c'est cette bijection qui va être le nombre 5. Il n'est pas obligé de savoir que ça s'appelle 5. Il est obligé de savoir ce concept abstrait. Donc un nombre, en fait, c'est un concept qui représente beaucoup de choses qui ont la même cardinalité. Donc, on va parler de concept de 5. D'une certaine façon, mes 5 doigts, c'est un représentant de tous les ensembles qui ont 5 éléments. Je pourrais prendre un autre représentant, les 5 doigts de François. Mais on représente tous les ensembles du monde qui ont 5 éléments par un seul représentant. Et c'est ça qui était très important pour Cantor. Donc, Bolzano, il a défini cette idée que bijection, c'est quoi une bijection? C'est une application F de A à B qui est surjective et injective. Ça veut dire simplement que surjective, c'est que pour tout élément de B, il y en a un tel que F de A et B. Si ça c'est B, si ça c'est A. Pour chaque élément de B, pour chaque ligne, j'ai un doigt qui correspond à cette ligne. C'est la surjectivité. Et l'injectivité, j'utilise un doigt seulement pour une ligne. Donc je ne compte pas avec un doigt 2 objets. Donc pour chaque A1 et A2 qui sont différents, un A, un A est différent. Ok, j'ai écrit un peu comme ça. Leur image aussi est différente. C'est une bijection. Un concept super important introduit par Bolzano. Pourquoi c'est tellement important? Parce qu'on ne parle pas des ensembles finis, on parle de n'importe quel ensemble. Donc, on peut compter les ensembles finis de la façon d'un enfant de 3 ans, mais en fait, on peut compter n'importe quel ensemble. L'infini aussi. Donc, on ne donne pas les nombres, on ne parle pas des nombres, mais des concepts. Donc, ce qu'il a défini à Bolzano, il a défini qu'est-ce que ça veut dire d'être de la même cardinalité. Sans dire c'est quoi la cardinalité. Excusez-moi. Oui. Juste pour cette histoire de bijection. Donc en gros, il suffit de, si on a un ensemble dont on connaît la cardinalité de départ, si on a un autre ensemble dont on ne connaît pas du tout, mais si on arrive à trouver une bijection, c'est suffisant, c'est ça? Voilà, ils sont de la même cardinalité, exactement. Donc on peut penser à ces, comme les étalons.
quand vous mesurez la longueur, et avant ça se faisait par des étalons physiques, il avait un étalon d'1 mètre qui était gardé, je pense, à Paris quelque part, je ne me souviens plus où, dans l'observatoire. Pavillon de Breteuil. Ah, voilà. Donc, on peut penser des cartes d'identité comme ça. Ce sont les étalons qui nous aident à trouver la taille des ensembles. Et ce n'est pas important comment on les appelle, ces étalons. Est-ce qu'on les appelle 5 ou mètres ou Grégoire? Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est le concept. Donc, on dit que on considère que les ensembles A et B sont de la même cardinalité s'il y a une bijection entre eux. Super, donc c'est Bolzano qui est arrivé sur ça. Et il a démontré quelque chose qui est très beau, une caractérisation de l'infini. C'est caractérisation de l'infini. Peut-être c'est pour ça qu'il était avec des problèmes avec l'Église, je ne sais pas. Donc, qu'est-ce que c'est un ensemble infini? À savoir que notre pape aujourd'hui, c'est un mathématicien. Nous avons quand même beaucoup avancé dans la vie. A est infini, si et seulement si, il existe un B qui a un sous-ensemble de A. D'accord, sous-ensemble, ça veut dire tous les éléments de B sont là, qui n'est pas égal à A, mais il est de la même cardinalité. On va écrire ça comme ça. Mais A est similaire à B. C'est pas Delkin qui a fait ça? Non, c'était avant lui. Bolzano avait donné cette définition avant Delkin. Avant, ils avaient donné ça dans les On l'attribue tout le temps à Delkin. Là. Beaucoup de choses qu'il a fait, Bolzano, avant on attribuait à Cantor. Et moi j'avais appris ça comme quelque chose qui a fait Cantor, mais en fait c'est bien dans le livre de Bolzano qui est... Quel livre alors le livre de Bolzano? Excuse-moi, la 1849. J'ai oublié le 1849 titre. et il s'appelle comment? Et ça, je ne sais pas. Bon, je vais trouver ici. D'accord. J'ai certainement dans la bibliographie. Ah donc c'est bien avant Delkin. Paradoxine de Underrichen. Quelqu'un qui parle l'allemand peut le dire. C'était bon ça? Merci. Voilà. D'accord. Mais c'est la même définition aussi de Galilée avec l'infini, avec les potences de nombres. La potentialité de La l'infini. potentialité, oui. Oui, mais je ne crois pas qu'il avait ça comme théorème. Je ne Non, sais non, pas. Donc ça c'est comme ça. Ça c'est vraiment la chose. Eh bien, maintenant, Cantor voulait aller un peu plus loin. C'est très beau ça. Pour commencer, il a joué avec cette définition pas mal et il a démontré des théorèmes très intéressants. Par exemple, un théorème de Cantor. Maintenant, on va passer un peu sur Cantor. Un théorème, il a démontré que les ensembles N, Z et Q des rationnels sont tous de la même cardinalité. Un autre ensemble, montrons ça pour Z, ok, juste pour jouer un peu avec des preuves.
montrons que le Z et N sont bijectives. Est-ce que vous pensez savoir faire ça? Comment on pourrait faire une bijection entre Z? On va le Z, donc on a 0, on a le nombre positif là, 2, etc. Et je veux faire une bijection avec N. Et N, c'est juste... Excusez-moi. Oui. Du coup, c'est pas alors A est de même cardinalité que B, plutôt que M, non? Si A est infini, si seulement, non? Si et seulement si il existe un B, Alors? je ne pense pas que c'est alors. Ça veut dire que si un ensemble est infini, si une partie stricte de cet ensemble est elle-même à la même taille que lui. C'est-à-dire, si tu as l'exemple 0,1, canonique, c'est les 0,1. nombres entiers et les nombres pairs. Tu vois. Les nombres pairs sont une partie des nombres entiers, les deux sont infinis, et tu as Moi, une je bijection entre les deux. faisais le lien avec le théorème, là, du coup, s'ils sont de même cardinalité, s'ils sont... Ça veut dire que les S'il y a une ensembles bijection. entiers relatifs sont dénombrables. C'est ce qu'elle nous demande Ouais, voilà, là, c'est de ça. montrer par une petite opération. Là. Je pense que la question de français, le mot mais s'applique à A. Ah, c'est ça. D'accord, bon, bah, je sais... Désolé. Ok, donc maintenant on passe à N et à Z. Vous trichez là. Maintenant vous me donnez la preuve. Est-ce que quelqu'un peut faire la preuve que ça c'est bijectif? Comment on va faire? François le connaît déjà. Donc là, on va pas t'écouter. Est-ce que d'autres vont voter volontaire? En fait, il faut diviser N en deux parties. Et on va utiliser une partie pour les positifs de Z et l'autre partie pour les négatifs. Par exemple, on peut diviser N dans les pairs et les impairs. Voilà, donc 0, 1, 2, 3, 4. Et maintenant, je vais utiliser les pairs pour les positifs. Donc, je vais envoyer 0 à 0. Le 1, je vais envoyer à 2, laissant 1 ici libre. Le 2, je vais envoyer à 4, etc. Et maintenant, je vais utiliser les négatifs pour le nombre négatif de Z. Donc, moins 1 en 1, 2, moins 2 en 2, etc. Ah non, pas sur deux. Pas pour 2, pardon, sur sur 3. trois. Merci, merci. Et voilà. Donc, c'est comme ça qu'on peut faire. Évidemment, En fait, on a... on va d'un côté, de l'autre, on compte, on peut les compter en sautant Oui. de chaque côté. Quoi. Et cette idée aussi pour les rationnels, on peut passer des rationnels comme une grille dans les... on peut penser à n fois z. On représente les rationnels, par exemple une moitié ici, 1, 2. Et ici, moins 1, 2. Donc, on peut... Certains de ces nombres vont représenter les rationnels. Et après, on peut les compter en faisant, comme tu le dis, comme ça. Et ce comptage va nous faire une bijection. On peut écrire des formules aussi. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Le plus grand théorème de Cantor, en fait, a résolu un théorème, a résolu une question qui était vraiment très importante à l'époque, à savoir, est-ce qu'il y a beaucoup de nombres transcendantaux? Beaucoup de Nombres transcendantaux. Transcendental? Ouais, transcendantaux. Transcendantaux. Ceux qui ne peuvent pas s'écrire transcendants. D'accord, merci, transcendants. Donc les nombres transcendants sont ceux qui, dans des nombres complexes, des nombres réels, pardon, qui ne peuvent pas s'écrire comme la solution d'une équation algébrique. E ou pi sont les nombres comme ça. Et à l'époque, on connaissait que E et pi. Et en fait, il y avait aussi une construction qui venait d'avant, par Hadamard, d'un nombre qui est transcendental, mais c'était une série, il était donné dans la forme d'une série.
Et c'était à peu près tout ce qu'on connaissait sur ces nombres. Et on se demandait est-ce que ce sont des exceptions ou ce sont en fait... il y a beaucoup de ça. Vous savez que même aujourd'hui, il y a des questions qu'on ne sait pas, qui sont très simples. Par exemple, est-ce que E plus pi est transcendental ou pas? On ne sait pas. C'est incroyable ça. C'est incroyable. Il y a une grande conjecture qui s'appelle la conjecture de Shanwell, qui, si vrai, va résoudre cette question. Mais voilà. Donc il y a des questions. Les nombres transcendentaux n'ont pas une structure régulière géométrique. Et donc on se demandait est-ce que ce n'était pas que ces deux et leurs multiples rationnels qui sont... Et Cantor, il a démontré en fait que non, c'est la plupart des nombres qui sont comme ça. Et comment il a fait ça? Mais en fait, il a fait une chose révolutionnaire, il a nommé l'infini. On va revenir maintenant sur votre question de potentialité de l'infini. Donc, avant cette époque, on connaît bien sûr des choses infinies, mais on les pense un peu comme des limites des procédures différentes, des séries, des suites convergentes. On connaît ça depuis les anciens Grecs, ils ont étudié ça. Il y a la tourtoise et l'Achille qui font la compétition, et à la limite, c'est la tourtoise qui gagne, elle n'arrive jamais. Et voilà, donc on a cette idée de l'infini potentiel, qu'on peut accepter comme quelque chose qui est la limite de notre pensée. Et Cantor, il va actualiser ça, il va, on dit la philosophie, il va parler de l'infini actuel. C'est-à-dire qu'il va nommer l'infini. Il va se dire, d'accord, maintenant je sais qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a que deux ensembles ont la même cardinalité, mais je veux nommer ces cardinalités. Quand je suis un enfant de 3 ans, ça me suffit de savoir comment compter sur mes doigts, mais quand je grandis, je veux quand même connaître l'idée de nombre. C'est un avancé. Donc il veut nommer les infinis. Ça c'est plus beau de le dire comme ça. Il y a même un livre qui s'appelle Nommer l'infini par Monsieur Cantor, j'ai oublié comment il s'appelle son autre, Cantor avec un K, qui est un mathématicien à Paris. J'ai oublié son autre auteur qui parle de cette idée de nommer l'infini, comment la théorie des ensembles est connectée avec des pratiques de nommer l'infini dans les religions. Très intéressant. En tout cas, il y avait en fait un peu de religion dans ça pour Cantor. Dans notre terme, il a défini les cardinalités. Il a fait quelque chose qu'il va s'avérer plus tard. On doit un peu revoir pour avoir des bases logiques de ça. Mais dans sa tête, c'est ça qu'il a fait. Il a dit, d'accord, j'ai tous les ensembles qui sont bijectifs avec n. Donc on a n et on a beaucoup d'autres qui sont tous bijectifs avec n. Je vais prendre mon n comme une sorte de représentant de tout ça. Il y a beaucoup, mais mon nombre, ça va être mon n. Et je vais l'appeler le premier infini. Pourquoi? Il a démontré en fait la chose suivante, que si un ensemble est infini, on sait c'est quoi infini, parce que Bolzano l'a démontré, alors il existe une injection de n à A. Donc, d'une sorte, n est le plus petit infini, parce qu'il est présent dans tout ensemble infini.
Donc il va prendre ça comme le premier nombre infini. Il commence de parler des nombres infinis. Et le nombre infini, dans sa tête, c'est un représentant de tous les ensembles infinis. Et ce nombre infini, il va l'appeler Aleph 0. Aleph, qui, dans la tradition juive, c'est un représentant de l'infini. Aleph 0, le premier infini. Lui, il était d'une famille qui, comme on peut le dire par son nom, était d'origine juive, mais en fait, son père s'est converti à chrétienté. Et apparemment, le cantor était très, très religieux, chrétien, et qu'il s'est inquiété pour son Aleph 0 là. Peut-être parce qu'il connaissait l'histoire de Bolzano, je ne sais pas, mais apparemment, il a écrit au pape pour demander la permission de nommer l'infini. Donc il a nommé le premier infini. Il n'a pas répondu, le pape, si. J'imagine que c'est non. Il me semble que c'est pas le pape lui-même, c'est Quelqu'un qui lui a dit, enfin c'est Badiou qui en parle justement, et qui dit en gros, il ne lui a pas répondu précisément, mais il lui a dit, étant donné l'infinité de Dieu, c'est envisageable. Enfin bref, il n'a pas précisément répondu à la question. Que le Dieu est plus infini que tout ça. Voilà, c'est ça. Cantor n'a pas eu sa réponse apparemment. Est-ce que c'est pour ça qu'il a appelé cardinal? Ça, je ne sais pas. Mais c'est comment il s'appelle le mathématicien qui a fait un livre en théorie des ensembles que tu disais, François, dans ta note là, de 2007 sur le force, qui a fait un livre important qui a fait un jeu de mots et qui a écrit un livre sur les grands cardinaux et les infinis, enfin les grands cardinaux. D'accord. Je ne sais pas. Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est un livre qui fait référence. Patrick Delormeau. Exactement. Patrick Delormeau. D'accord. Exactement. Il avait fait un jeu de mots sur les grands cardinaux. D'accord. Oui. Et là, il est Donc ça c'est notre Aleph 0. Mais peut-être c'est le seul. Oui. Vous n'avez pas dit comment il arrive à la notion d'infini. Oui, parce qu'il a utilisé Bolzano. Bolzano, il a caractérisé la caractérisation de l'infini. Donc un ensemble infini, ici et seulement si, il y a un sous-ensemble propre qui est bijectif avec lui. Peut-être parce que c'est déjà la deuxième question sur cette notion, je vais revenir un peu sur ça, faire une petite explication. Regardez ici, Z, il est bijectif avec un ensemble qui est un sous-ensemble propre de Z. Ça ne peut pas se passer avec un ensemble fini. Si on a un ensemble fini, disons de 8 éléments, et un autre ensemble avec qui celui-là est bijectif, cet autre ensemble a aussi 8 éléments. Donc si c'est un sous-ensemble si on a un ensemble A, la cardinalité de A est 8, et on a en B un sous-ensemble de A, tel que B est bijectif de A, et ça veut dire que B aussi a la cardinalité 8. Il ne peut pas avoir la cardinalité 7 ou 5. Il doit avoir la cardinalité 8. Mais seul sous-ensemble de A qui a la cardinalité 8, c'est A lui-même. Donc B égale à A. Donc tout ensemble fini a cette propriété, tandis que les ensembles qui sont infinis permettent de trouver un sous-ensemble propre qui est bijectif avec eux. Donc c'est la caractérisation de l'infini. C'est ça qui nous dit c'est quoi un ensemble qui est infini. Voilà, donc en fait, même ce théorème ici, je crois que Bolzano il le connaissait déjà. Je ne suis pas totalement sûre. Ok, donc, Cantor, il nomme son Aleph 0, il trouve que beaucoup d'ensembles sont bijectifs qu'il connaît, sont bijectifs avec Aleph 0. Est-ce qu'il y a des ensembles infinis qui ne sont pas bijectifs avec M? Et en fait, oui. Un des plus importants théorèmes de Cantor, c'est que les nombres réels ne sont pas bijectifs avec M.
fait, je vais vous démontrer ça parce que c'est une belle preuve qui entre beaucoup dans la logique partout. C'est la méthode diagonale de Cantor. Je vais l'écrire comme ça. Donc, elle n'est pas bijective avec elle, mais ce qu'on va démontrer, que elle n'est pas bijective avec l'intervalle entre 0 et 1. Et puis, on va voir pourquoi ça implique que n n'est pas bijective avec r. Donc, la notation, 0 est dedans, 1 n'est pas dedans. Et comment on fait ça? Ben, on va faire ça par contradiction. Donc, on va... Pour une contradiction, supposons que f c'est une bijection entre n et 0, 1. Donc maintenant, ça veut dire que je peux écrire 0, 1 comme une liste. F0, F de 1, F de 2, etc. Ça, c'est mon 0, 1, parce que c'est une bijection. Mais dans chaque nombre dans cette liste a une représentation décimale. En fait, chaque nombre a... Beaucoup de nombres ont deux représentations décimales, c'est-à-dire si vous avez le 9 qui traîne à la fin, par exemple, je ne sais pas, 0, 1, 9, 9, 9, 9, 9 qui traîne, c'est égal à 0, 2. Donc il y a beaucoup de nombres qui ont des représentations. Tous les nombres ont des représentations, plus qu'une représentation. Donc, pour fixer ce que je fais là, je vais rejeter les représentations comme ça. Donc on va ignorer les représentations de cette forme avec 9 qui se répètent. Et en place, on va prendre une représentation décimale de tout ça. Donc ça va être 0, je vais appeler A00, A01, A02, etc. Où ces nombres-là sont entre 9, 0 et 9. Et je n'utilise pas les représentations avec le 9 qui se répète. Et ça va être 0,A10, A11, A12, etc. Ici, A20, A21, A22, etc. Donc j'ai une matrice, en fait. Et comment je vais obtenir ma contradiction? Je vais en fait construire un nombre entre 0 et 1, un nombre réel entre 0 et 1, qui ne peut pas être sur cette liste. Et ça, c'est la méthode de diagonale. Je vais regarder la diagonale ici, de cette matrice. Et je vais choisir, ici, B0 va être un élément. Je ne vais pas prendre le 9 pour ne pas avoir ce problème. Donc, je vais prendre entre 0 et 8, mais qui n'est pas égal à 0, 0. Et B1, la même chose, mais je utilise A1, 1. B2, j'évite A2, 2, etc. Donc, je définis une suite de cette façon. Et maintenant, je regarde la représentation décimale qui s'ensuit.
Donc je regarde maintenant 0, virgule, P0, P1, P2, etc. Donc évidemment, comme j'ai évité le 9, ça va être moins grand que 1. Donc, et ça va être plus grand que 0 ou 0. Donc ça appartient à mon intervalle entre 0 et 1. Mais je le construis de cette façon que c'est différent que tous ces chiffres, tous ces nombres que j'avais dans la matrice. Donc ça, ce n'est pas dans la liste. F de n, n à n. Et c'est une contradiction. C'est vraiment génial, cette preuve. Je pense que régulièrement, il y a des gens qui sont tellement étonnés qu'ils essaient de trouver une faute avec ça. Mais voilà, ça c'est la preuve que n et 0 et 1 ne sont pas bijectives. Pourquoi ça nous montre que n et r ne sont pas bijectives? Parce qu'on peut construire une bijection entre r et 0, 1. Par exemple, comme ça. R, on a 0, 1 ici. Je vais faire avec l'intervalle ouvert, mais pas grave. J'imagine un point de projection et je projette comme ça. C'est une bijection. On peut le faire plus formellement. Donc, Il suffit de constater que 0,1 est une partie de R. Voilà, ça c'est une autre chose. Ah oui, mais après ça, tu utilises quelque chose. Tu utilises le fait qu'une partie doit avoir la cardinalité moins grande ou égale que l'entier. Ce qui est évident, mais il faut le dire. Oui, oui. Donc, ce que utilise François dans ce qu'il a dit, en fait, c'est un cas spécial d'un théorème est nommé Cantor-Bernstein-Schroeder ou des combinaisons de ces trois noms. Les trois noms, c'est qui, Cantor? Bernstein et Schroeder. Mais apparemment, Schroeder, il a fait pas grand-chose. Et qu'il y a des gens qui appellent Bernstein-Schroeder. Voilà, je vais appeler Cantor-Bernstein. Et je vais mettre Schroeder avant. On peut voir ce que chacun a fait, mais en fait, c'est un théorème très important qui dit que cette relation d'avoir la même cardinalité, oui, c'est ça le théorème. S'il y a une injection entre A et B et une injection entre B et A, alors il y a une bijection entre A et B. Et vous pouvez utiliser ça comme une définition si vous voulez. Vous pouvez dire que c'est là on va le définir comme la cardinalité de A est moins grande ou égale que la cardinalité de B. Et ça, on va définir comme la cardinalité de A égale la cardinalité de B. Et donc, notre théorème nous dit si la cardinalité de A est moins grande que la cardinalité de B, et si la cardinalité de B est moins grande que la cardinalité de A, alors ils sont égaux. C'est super, c'est beau. Et ça veut dire que ces animaux bizarres, ces cardinalités infinies, se comportent comme les nombres. Attends, je suis étonné que ça soit un théorème parce qu'on a l'impression que c'est presque la définition de la bijection. Non, je vais te montrer pourquoi c'est un théorème, mais comme vous le dites, c'est en fait pas du tout simple de le
définir, de le démontrer, je te montre. Donc tu as A, tu as B. Ouais, Tu as l'injection de A à B, ouais, elle est comme ça, disons, F. Et tu as une autre injection de B à A. ouais. Peut-être elle est ici. Et comment tu vas maintenant envisager? Comment tu vas maintenant faire une bijection? Parce que si tu veux les composer, tu vois, ça va pas être une bijection. Parce que l'image de G peut être un sous-ensemble Sauf de que là, sur A. là, l'image de l'injection de B dans A va donner... Oui, oui, non, d'accord, oui, non, c'est pas... Oui, 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 ok, d'accord. En fait, Ouais, c'est pas con. oui, ce n'est pas Oui, c'est tout pas à évident. fait évident. D'accord, d'accord. Merci. Si on a le temps une fois, on peut voir la preuve. Mais voilà, c'est vrai. Et ce qu'il a démontré Cantor aussi, c'est que la notion de cardinalité se comporte, de cardinalité infinie, se comporte un peu bizarrement sur l'addition. C'est-à-dire si A est infini, alors la cardinalité de A, la réunion de A, est la même chose que la cardinalité de A. Ou en général, ou aussi, ça c'est impliqué, si la cardinalité de B est égale à la cardinalité de A, B disjointe de A, pardon, ici il fallait mettre comme ça, la cardinalité de A fois 0, la réunion de A fois 1. Est-ce que cette notation est claire à tout le monde? Ce sont les tuples qui sont A à 0 et ce sont les tuples qui sont A à 1. Donc je fais deux copies disjointes de A. Je les nomme pas. Donc si cardinalité de B A, B disjointe de A, alors la réunion a toujours la même cardinalité. Ça c'est bizarre, ça c'est vraiment pour les ensembles infinis. Parce que si vous prenez un ensemble de cardinalité 4 et un autre de cardinalité 4, la réunion va avoir la cardinalité 8. Donc ça va augmenter. Ici, ça n'augmente pas. En fait, on peut, pour se souvenir de ce théorème, on peut penser si kappa c'est un cardinal, un nombre cardinal, infini, il satisfait cette équation un peu bizarre. Oui, Mais avec l'opération de potentiation, c'est une autre chose. oui, c'est une autre chose. Ça augmente. C'est aussi le théorème de Laver, le fixed point, la potentiation d'une... Je pense que ça, je ne sais pas quel théorème de Laver dont vous parlez, mais quand on répète la exponentiation, on arrive au point fixe. Ça, c'était déjà Cantor qui va. Peut-être qu'il y a d'autres choses. Mais ça, déjà, on reste dans ce niveau, va nous démontrer ce que Cantor il a étonné la communauté mathématique par cette preuve que la plupart des nombres réels sont... Qu'est-ce qu'on a alors? On a que le nombre réel. On a cardinalité. Tu t'arrêtes 2 secondes. Ah oui, j'ai oublié. Merci. On a que la cardinalité de réel est plus grande que la cardinalité de n. En fait, on a que la cardinalité de n est la même chose que la cardinalité des algébriques. Ce sont les nombres algébriques. Ça, je n'ai pas démontré. Mais en fait, les nombres algébriques sont une réunion dénombrable, des ensembles dénombrables,
il a démontré, quand on a une réunion dénombrable des ensembles dénombrables, c'est dénombrable, où on utilise la terminologie dénombrable, c'est bijectif avec n ou fini. Donc les nombres algébriques sont dénombrables. La totalité est dénombrable. Et alors, qu'est-ce que ça démontre? Ça démontre que donc, les nombres transcendentaux qui sont des réels qui ne sont pas algébriques, ça ne peut pas être dénombrable. Parce que si c'était dénombrable, on les additionne avec les dénombrables, on a quelque chose de dénombrable. Donc, n'est pas dénombrable. Et ça, c'était vraiment très, c'est un très beau résultat. Qui dit qu'on a ces nombres qui sont mystérieux jusqu'à aujourd'hui. Pour savoir si un nombre concret est transcendantal, ce n'est pas facile. Mais ça dit que la plupart le sont. Et peut-être pour finir aujourd'hui, je vais vous dire juste la dernière chose qui va aller jusqu'à ce que vous avez fait. Donc, en fait, ce qu'il a réussi à faire, Cantor, c'est de faire une bijection entre R et l'ensemble des parties de R. Une bijection entre, pardon, quoi? L'ensemble des parties de N et le R. Ah, et R, pardon. Oui. D'accord. Oui, en fait, ce n'est pas si difficile. Penser des représentations décimales des nombres en R. Ça va vous donner une bijection. Vous jouez un peu avec ça. Vous allez voir que les parties de N et le R sont bijectives. Prends peut-être ton feutre noir, excuse-moi, mais je pense que ça sera plus lisible. Ok. Donc R est bijective avec P de R. Donc il a démontré ça. Et on se souvient que N, on a noté ça par Aleph 0, la cardinalité. Donc la cardinalité ici, c'est 2 puissance Aleph 0 par la définition. Donc une autre façon à dire ça, c'est que R, la cardinalité de R, est 2 puissance Aleph 0. On est en 1874. Cantor, il a écrit ce théorème. Ça, il finit son article en disant: est-ce qu'il y a d'autres cardinalités entre Aleph 0 et 2 puissance Aleph 0? Je pense que non, et je vais le démontrer dans le prochain article. Donc, en fait, il pose cette hypothèse de continu. On l'appelle gentiment hypothèse, mais lui, il était sûr en ce moment que il n'y a pas de cardinaux kappa tels qu'ils sont strictement entre le Aleph 0 et 2 puissance Aleph 0. On peut dire ça d'une autre façon. On peut définir Aleph 1 comme étant le premier cardinal qui est après Aleph 0 et dire Aleph 1 égale à 2 puissance Aleph 2 puissance Aleph 0. Une façon à le dire. Mais disons-le de la façon dont Cantor l'a conçu en fait. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est équivalent, mais psychologiquement c'est différent. Pour A infini sous-ensemble de R, soit A est bijectif avec N, soit A est bijectif avec N.
pourquoi c'est différent de le dire, même si ça veut dire mathématiquement la même chose? Pour commencer, on a pu dire ça en ne jamais parlant de cardinalité, seulement en parlant de bijection. Donc on a pu expliquer ça à quelqu'un au lycée ou en école primaire, peut-être même dès qu'on peut expliquer la bijection. Donc, conceptuellement, c'est plus simple. Mais ce qui est important pour moi à le dire, surtout, c'est que Cantor, il n'a pas imaginé la totalité de tous les ensembles. Il n'était pas intéressé à la totalité de tous les ensembles. Il était intéressé au nombre réel, des sous-ensembles des nombres réels et d'autres constructions qu'on peut obtenir en faisant un nombre fini d'applications d'une opération sur le réel. Après, d'autres sont emparés de la théorie des ensembles et ont voulu fonder toutes les mathématiques se basant sur la théorie des ensembles. Et donc, ça nous amène à penser de comment il a vraiment défini la cardinalité, il a regardé la totalité de tous les ensembles, et on entre dans un paradoxe logique qui s'appelle le paradoxe de Russell, qui est que la totalité de tous les ensembles ne peut pas être un ensemble. Mais c'est vrai, c'est un paradoxe, mais ce n'est pas un paradoxe qu'on doit imputer à Cantor, parce qu'il n'a pas pensé de cette façon. Donc la prochaine fois qu'on va se voir, parce que là c'est le temps de finir, on va parler de connexion de tout ça avec le travail de Frege. On va parler de Hilbert et de paradoxe de Russell et comment la logique entre dans le travail qu'il a fait Cantor, qui était totalement mathématique. Ok, merci. Bien.